Messieurs, dames, chers consoeurs et confrères, bonjour. Bienvenue à tous et à tous au Forum Liberté. Nous recevons aujourd'hui le célèbre cinéaste Mohamed Hamina. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de notre quotidien. Alors, votre actualité est marquée par votre dernier film, Crépuscule des ombres. Comme le veut la tradition, vous allez un peu avoir quelques minutes, une dizaine, un quart d'heure pour vous en parler. Et puis nous allons revenir juste après avec l'assistance pour le débat, les questions-réponses. C'est à vous, monsieur Hamina. Vous voulez que je parle de quoi? Du film. Le film, c'est une histoire que j'ai écrite il y a à peu près entre 20 et 25 années. J'avais écrit cette nouvelle parce que il m'avait été raconté. Ça se passe dans les maquis de l'Ouest. Parce qu'il y a encore des gens qui parlent, qui disent l'Ouest n'a pas été ceci, cela. Il y avait eu un grand, très grand maquis à l'Ouest. Et cette histoire a été racontée, l'histoire de Tchéka, la communauté européenne de charbon d'acier, par mon ami et frère Yahmou, Jamal Chilukras. C'est une histoire vraie, entièrement vraie. J'ai lié ça, si vous voulez, à la corvée de bois. Cette affreuse corvée de bois, sur laquelle les Français aujourd'hui font l'impasse, a bel et bien existé parce que du côté, on exagère toujours sur le nombre de victimes pendant la guerre d'Algérie. Les Algériens aujourd'hui reconnaissent à peu près, ou comptabilisent à peu près, 100 000 morts dans une corvée de bois. Les Français reconnaissent aujourd'hui, vous pouvez le voir sur Internet, quelques milliers, voire 30 000, etc. C'est toujours de trop. Vous savez mieux que moi ce que faire. Et moi je l'explique. Les personnes qui sont ici doivent savoir ce que c'est une corvée de bois. Une corvée de bois, c'est on torture quelqu'un, il est abîmé. Si on le lâche, il risque d'aller déposer plainte même chez les autorités coloniales. Donc, pour effacer tout équivoque, on l'emmène dans un talvec, dans un oued desséché, et l'officier lui signifie la dernière question, savoir est-ce que c'est tout ce que tu as à nous dire. Bon, ben maintenant tu es libre. Et dès qu'il se retourne, il reçoit une rafale de mitraillettes, parce que cette corvée de bois, non seulement elle servait à liquider un citoyen algérien, qu'il soit résistant ou non, et un jeune du contingent qui toujours, c'est toujours dans une section ou dans un contestataire de la guerre d'Algérie qui n'est pas chaud. Donc on viole sa conscience et c'est à lui qu'on donne l'ordre de flinguer l'Algérien. Des fois, je connais très très bien, des fois on va jusqu'à creuser, on fait creuser à la victime, à la future victime, à la victime, sa propre tombe, en lui disant il faut gratter parce qu'ici c'est l'oued qui passe, il n'y a pas d'eau, mais en creusant on va trouver de l'eau. C'est en réalité cette personne qui creuse sa tombe. Et une fois qu'il est flingué, on n'a qu'à le retirer comme ça, on le met, puis on le laisse au chacal, et des trucs comme ça. Voilà un peu, si vous voulez, le fin fond de l'histoire. Donc j'ai mêlé ça à la corvée de bois. J'ai essayé de tracer des personnages aussi justes que possible. J'ai quand même été emmené sous menottes à l'époque pour faire mon service militaire français, mais c'est de là-bas que j'ai déserté. J'étais à la caserne Guillot à Montpellier, dans le régiment d'infanterie.
Et après, quand on a vu que j'étais une tête brûlée, on m'a envoyé à Draguignan, dans le 19e régiment d'artillerie. Là, j'étais dans l'infanterie en anglais. Et c'est là-bas que j'ai déserté pour rejoindre la Tunisie, et rejoindre le FLN et la N. Voilà un peu, ça c'est l'histoire de mon film. Donc, il ressort que je connais très bien tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dit, les officiers que j'ai connus, la façon dont ils parlaient de l'Algérie. C'est pour ça que les gens confondent entre certains, pas tous, entre, moi je dirais plutôt, les gens disent il y a trop de dialogue, il y a trop de machin, mais chaque dialogue est à sa place. Chaque dialogue est à sa place et c'est une confrontation. Je pense que après la convée de bois, où cet objecteur de conscience fait son coup, tout le monde part en plein désert, et en plein désert, qu'est-ce qu'on doit se dire? Bonjour, bonsoir, tu as bien dormi, tu as bien ceci, il ne savait pas où il allait. Si, il savait, la frontière marocaine, qui est longue de 700 km. La frontière tunisienne, 400 km. Donc, on va vers la frontière tunisienne pour... mais, entre-temps, il faut traverser quand même Timimoun, la frontière, avec l'aviation, avec ceci, avec les chameliers service. Voilà, si vous voulez, un peu le film. Donc, qu'est-ce qu'on se dit en plein désert? Khaled, il en a gros sur le patate. Le commandant, qui est le chien de l'Empire, qui est le gardien vigilant du temple, et là, il essaye de lui donner le pion, il essaye de lui montrer toutes les injustices, tous les machins, etc. Il lui fait, si vous voulez, c'est beaucoup plus un film qui s'adresse en même temps aussi, c'est ce que j'ai dit à des amis français dans l'éducation nationale, c'est un film qui devrait être vu par les enfants, par les étudiants français, les lycéens français, les lycéens algériens, parce que si quelqu'un peut me contester quoi que ce soit sur ces mots, sur ces dialogues, je suis prêt à en discuter avec lui. Il n'y a rien d'anormal, il n'y a rien, peut-être qu'il y a des dialogues chargés, des trucs comme ça, mais le cinéma, c'est le cinéma. Disons, presque c'est une pièce de théâtre filmée. Et dans une pièce de théâtre, on s'en balance des dialogues, des machins, etc. Khaled en a gros sur le patate. Khaled ne vient pas de n'importe où, c'est un élève qui a fait la Sorbonne, qu'on a recruté en France, qui connaît l'histoire de son pays, qui lit tous les journaux de l'époque qui soutiennent la cause algérienne, l'histoire aussi de cette fuite vers le désert a été écrite dans un merveilleux livre que j'aurais pu adapter, qui est la même histoire, c'est l'histoire d'une corvée de bois aussi. C'est Noël Favrelière qui nous a rejoints en Tunisie, c'est-à-dire à la frontière tunisienne, qui lui s'était sauvé d'un gars d'une corvée de bois qui allait être exécuté. Il raconte une autre histoire, il se cache le jour, la nuit, il se cache le jour, la nuit il marche, etc., etc., pour partir vers la frontière tunisienne. Noël Favrelière. Et le livre s'appelle Le désert à l'aube. Donc, trop de dialogue ou moins de dialogue, la contestation ne peut pas exister parce que tout ce qui a été dit, ou a été dit par moi-même, ou a été toujours. C'est vrai, on parle de 1830, on parle de Saint-Arnaud, on parle de Bugeaud, on parle du 8 mai 45, on parle d'un certain nombre de choses. En plein désert, Khaled est en train de mettre leur nez dans le nez dans son coca à ce commandant français qui lui reste dans une espèce de machin, la France, les hôpitaux, les routes, les machins. Il dit arrête, cite cette litanie creuse et usée, comme disait Césaire.
Et je n'ai pas mis cette phrase, je l'ai enlevée du texte. Ah, tu me parles de ce petit nègre, ce petit négriot, etc., etc. Tu vois, des côtés racistes. Je n'ai pas voulu le mettre pour ne pas qu'il y ait des vexations, des trucs comme ça. Mais tout ce qui est dit et là existe. Peut-être qu'il sera encore plus, ça sera encore plus à l'aise quand j'aurai fait de ce film une série de 5 ou 6 fois 40 minutes, c'est-à-dire pour la télévision, parce qu'il est prévu une série dans la télévision. Voilà, je pense que le film a eu son lot de critiques, il a eu son lot Très bien. On va essayer de revenir tout à l'heure sur un peu les quelques détails du film. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, que tout le monde vous a posée, c'est toujours utile de la poser, c'est un peu connaître les raisons de tant d'années d'absence. Pourquoi tant d'années d'absence, l'Akhdar Hamina? Tant d'années d'absence, c'est pas un manquement à mon devoir de cinéaste. Je fais du cinéma d'abord par plaisir, parce que j'adore le cinéma. Je fais du cinéma parce que le cinéma est un art qui donne le travail à beaucoup d'autres arts. C'est le dénominateur commun de tous les arts. Les musiciens travaillent, les architectes travaillent, les peintres travaillent, les dessinateurs travaillent, pour les storyboards, les scénaristes travaillent, les régisseurs travaillent, les producteurs exécutifs travaillent, les directeurs de la photo travaillent, les photographes travaillent, les menuisiers travaillent, tout le monde travaille. C'est un dénominateur commun de tous les arts. Il y a tout dans le cinéma. J'étais absent parce que, aussi, au moment où j'ai arrêté, je n'ai pas décidé d'arrêter le cinéma. Ce que vous appelez, je ne sais pas, est-ce que beaucoup appellent une absence, ce n'était pas une absence. C'était beaucoup plus qu'un silence. Au moment où on flinguait mes copains journalistes et mes copains écrivains, au moment où l'Algérie était plongée dans l'horreur, au moment où l'histoire d'un de ses copains, sa vie comme journaliste ou comme écrivain, comme ceci, comme cela, sa vie de tous les jours, normale comme tout Algérien, etc., etc., boire un coup, sortir, balader ses enfants, etc., etc., et qui finit dans, comme tous les livres, mais ça a été écrit par des hommes qui étaient au-dessus de la moyenne, c'est tout. Alors, pour toujours expliquer un peu les raisons de votre retour, ou vous préférez parler de silence et non pas d'absence, qu'est-ce qui vous a inspiré cette année précisément? Est-ce que c'est un concours de circonstances qui a fait ce que votre livre, votre dernier film sorte maintenant? Pourquoi 2014 précisément? Pas 2014, je l'avais commencé moi. Il y a 5 ans. Non, plus que ça. J'avais envoyé. Le ministère ne m'a pas répondu, j'ai envoyé donc le texte, même pas un texte, j'avais écrit un texte de 20 pages simplement. J'ai envoyé au président de la République qui l'a lu, c'était en 2008, puis quelques jours après, j'avais une société. Parmi vous connaissent, je ne sais pas, certainement vous êtes passé une fois, mais aller en vacances, par exemple, je ne sais pas, moi, en hiver, en ce moment, c'est la meilleure période. À partir de maintenant, à Timimoun, à El Ouad, à Beskra, dans la vallée, dans les Aurès. Donc, les Algériens ne connaissent pas leur pays, ils ne connaissent pas Annaba. Les gens pensent que j'ai tourné avec les scènes de Vietnam. Ils pensent que je les ai tournées au Vietnam. Alors que les scènes n'ont pas été tournées au Vietnam, le Vietnam est ici, je les ai tournées
dans cette zone à côté de la cale qui est sous protection de l'UNESCO, hein, oui, sous protection de l'UNESCO, et on croit que, c'est vrai, beaucoup de Vietnamiens, il y a 2 ou 3 Vietnamiens qui étaient à la projection à Angoulême, qui m'ont dit, ah putain, qu'est-ce que tu as donné? Tu as donné une belle image de notre pays, merci pour tout. Je dis, non, c'est votre pays, c'est le mien. Je pensais que j'avais tourné au Vietnam. Alors que c'est le Vietnam, tu as tout ici. Tu as le Vietnam, tu as le western, tu as les mois. Il y a quand même c'est un pays de cinéma, c'est un pays fait pour le cinéma. Il fait. Même le Grand Canyon est à Biskra. Bien sûr, le Grand Canyon. Oui, le Grand Canyon est à Biskra, mais le Grand Canyon, le meilleur Grand Canyon est à Timimoun aussi. Parce que là, tu es en plein sable, il n'y a pas de palmier, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, etc. etc. Tu as Biskra, mais j'ai tourné des scènes où les raccords étaient faits entre Timimoun et moi. J'ai commencé à tourner d'abord à Timimoun. Après, je suis revenu vers Biskra. Après, je suis allé vers El Oued. Après, je suis revenu à Timimoun. Attendez, le nombre de milliers de kilomètres que j'ai fait pour tourner ce film, qui était prévu sur 18 semaines, et le tourner en 10 semaines et 1 jour, grâce aux frères de l'AMP, du moins, au moins, ça aura été comme toujours, l'AMP nous a toujours. Il y a 2 organismes ici, 2. C'est l'AMP, ministère de la Défense, et Sonatrach, grâce à Sid Ahmed Ghazali, à qui j'ai rendu hommage l'autre soir. Sid Ahmed Ghazali, à l'époque, nous le voilà, le film. Dis-moi, sur papier, qu'est-ce que tu veux? Tac. Même je draham à l'extérieur, ils mettent draham pour le laboratoire. Voilà des hommes, voilà des gars aujourd'hui. Voilà des gars. Ce monsieur-là, quand je tournais mon premier film, Le Vent des Aurès, Hossein Snoussi. Tu m'as pendant plus d'1 mois. Il est venu pendant plus d'1 mois avec l'hélicoptère. Attends, je raconte le détail. Je lui ai prêté un hélicoptère pour faire du vent, soi-disant, parce qu'on n'avait pas de matériel pour faire du vent. Et M. Hamina, il faisait le transport. Il gagnait une journée à partir de Chila vers les montagnes et il faisait croire que l'appareil était en panne. Alors, non, mais je le répète. J'étais furieux contre lui, alors que moi, c'est pas le problème de l'hélicoptère, c'est le problème d'équipage. C'était mon meilleur équipage et on n'avait pas assez d'équipage, on avait tout le temps des missions, des tremblements, des trucs, etc. Et les gens étaient sur le genou parce qu'on m'a pris un équipage. J'étais furieux contre lui, dans les jamaïs, je le khatib. قلت له دار كبير اكثر من راسه الهليكوبتر marche très bien بصح mais quand j'ai vu Le Vent des Aurès, قلت الحمد لله j'ai participé. Non, tu leur as parlé de l'avion? Oui, l'avion, oui. L'avion, je lui dis pique, parce qu'à l'époque, il n'avait pas Safra. J'ai pris un vrai. Oui, un T6. Non, c'était Abdelli qui était au. Oui, un T6. قلت لك هذايا قلت لك خطيك c'est un tambour. Ah oui, tu me l'as dit, c'est vrai. Et bien, il a craché l'avion. Et ben Abdelli, il a pris l'avion, et à un certain moment, je lui dis, quand tu vois vert, c'est que c'est bon. Si tu vois rouge, descends encore. Le pauvre, il vient dans la caméra, pour bombarder les... Et moi, il m'avait préparé les bombardements avec l'ingénieur français. Dès qu'il apparaît, il commence. Drapeau rouge, et c'est parti, les trucs, le mitraillage est parti. Il y a même des types qui couraient, des machins, qui se sont jetés dans la rivière, dans l'eau. Ils croyaient que c'était vrai, alors c'était banal, c'était machin. Et lui, arrivant juste devant la montagne, derrière moi, il n'a pas pu redresser le truc, et il s'écrase contre le truc. On a toute l'équipe مجري ونسمعها يا الصفراء طاحت طلعنا نجري حتى نلقى نلقى عبد اللي بلوس بن عروس parce que c'est la première fois que je lui donne la caméra
Et il a dit, il faut que je répare la caméra. Il dit, Abdeli, sinon l'Agdar va me tuer. C'est la première fois qu'il me donne la caméra. Bon, et quand je les ai vus vivants, حبسنا التورناج مشاوى في هذاك في مسينا والدنيا وكذا etc. Mais ils ont perdu un avion. L'avion, il a eu l'intelligence de ne pas frapper le... Il a fait un bon crash. Il a craché sur le haut de la montagne. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question éventuellement? Vous ne pouvez pas, si j'étais, vous ne pouvez pas. Il est arrivé en sous-puissance, il ne pouvait pas. Non, oui, il est arrivé, il m'a expliqué. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, monsieur. Brahim Hababi, amoureux du cinéma, il l'a sauvé. Est-ce que ce film est basé sur des faits véridiques? Est-ce qu'il y a une histoire derrière vécue? Oui, mais je l'ai dit déjà. Très bien. Non, le fait véridique, c'est quoi? L'histoire de Tcheka est vraie. Elle m'a été racontée par Cheikh Khasem. Ils étaient dans un endroit comme ça. Ils venaient d'apprendre qu'ils allaient rentrer au maquis. Et à ce moment-là, il faut qu'on garde le contact entre nous. حوسوا الاسم صحاب المخ صحاب البلوط صحاب هذاك chacun sortit un truc. Et à un certain moment, quelqu'un parmi eux, sur une vitre cassée, ils avaient mis un journal. Et le journal caché, il était collé comme ça. Et le journal, il y avait Communauté européenne, charbon et acier. Et il l'a vu, il leur a dit, ça y est, j'ai trouvé. Et il vient, il leur dit, la Communauté européenne, et maintenant ça s'appelle Tcheka. À l'époque, ça m'a été raconté. L'histoire de la corvée de bois a été racontée par beaucoup, et surtout dans le livre de mon ami, Le désert à l'aube, Pierre. Une dernière, si vous permettez. Oui. Demain, vous proposerez d'ouvrir un institut du cinéma On au privé. Ouvrir un institut de cinéma. Mais au privé, hein. Oui. Est-ce que ça vous tenterait? Oui. De toute façon, il y a quelqu'un qui a écrit sur un truc social. Gali Lakhdar Hamina, bonjour. Vous n'êtes pas un cinéaste, vous êtes un ex-metteur en scène. Vous devriez vous arrêter. Parce que Zidane ne peut plus jouer à la Coupe du Monde. C'est un contrat. Et si vous voulez parler de cinéma, je suis prêt à vous donner des cours de cinéma. Venez me voir, je vous donnerai des cours de cinéma. Et tout ceci, je n'oublierai pas que vous m'avez jeté d'une réception à Cannes. J'ai écrit sans lui répondre. Je voulais lui répondre, je lui ai dit, je ne vais pas retomber dans ce panneau sur ce réseau social. Je vais lui dire ce que j'ai écrit simplement. A commencé d'abord par Zidane, et j'ai dit, ne faites pas la confusion entre l'intellect et le physique. Je peux ne pas courir aujourd'hui, mais j'ai mes facultés. Monsieur Zidane, aujourd'hui, à la moitié de mon âge, il est né en 71, ça fait combien? 43 ans. À 43 ans, si demain, l'entraîneur français, qui est son ami qui a joué avec lui dans la Coupe du Monde, Deschamps, le prend pendant 20 minutes, les 20 dernières minutes, 15 minutes, il sera meilleur que tous ces guignols, ou ces branquignols de l'équipe de France. Et en plus, ne serait-ce que pour servir, parce qu'il a la tête sur les épaules. Je lui dis, le talent ne se perd pas, mais le talent ne se donne ni à coup de diplôme, ni à coup de milliard, ni à coup de pied au cul. Ça, c'est pour Zidane. La deuxième des choses, je lui dis, quant à apprendre le cinéma, je vous mets tout de suite à l'aise. On apprend à tout âge. C'est un proverbe de chez nous qui le dit. J'apprends toujours. On apprend à tout âge. Je suis prêt, etc., etc. Et un petit mot, une petite difficulté simplement. Je voudrais savoir que vous m'envoyez votre CV pour voir vos œuvres. Et comme ça, j'irai vers une source comme un assoiffé dans mon film, comme un assoiffé inassouvi,
pour me régaler de cette eau fraîche, etc. etc. La troisième, c'était quoi déjà? Ça. Le troisième, c'était quoi? Allez, Zidane. Venez, je vous donne des cours. Enfin, ça va bien, comme dit. Alors, dernière question, c'est sur le livre de Kamal Daoud, Meursault contre Enquête. C'est un livre que vous avez beaucoup apprécié. Vous avez même dit, c'est le livre que j'aurais souhaité écrire, c'est bien cela? Oui. Est-ce que c'est l'histoire que vous aurez souhaité réaliser? Moi, j'ai toujours eu une admiration à l'égard de Camus, enfin une grande admiration pour Camus, l'écrivain, mais j'ai toujours eu un rejet pour le Camus homme. C'est vrai. On l'a dit le président algérien, j'ai dit ça il y a longtemps, moi aussi je préfère ma mère à la justice. Ma mère c'est ma mère. La justice c'est quelque chose de... ça ne me regarde pas. D'abord, je ne peux pas comparer la justice à la loi. On ne compare pas la justice. Mais s'il y a un choix, je préfère. Quand j'ai lu ce livre, mon fils est là devant vous, j'ai appelé mes enfants, j'ai dit voilà, il y a un an de ça, je crois que j'étais un des premiers lecteurs de ce livre. Ce livre, je l'avais pris au SILA, je l'ai lu en 24 heures. J'ai écrit un article tellement dithyrambique. J'ai appelé Bouranem, qui pourra vous le confirmer, le directeur du soir, et je lui dis voilà, je te transmets un article sur un livre extraordinaire. Et le titre de... Mais l'article n'est jamais arrivé parce que le chauffeur m'a accompagné à l'aéroport, après il a perdu la lettre, et il n'a pas osé me dire qu'il a perdu la lettre, et je n'avais pas fait de photocopie de l'article. Mais c'était un article dithyrambique où le titre du livre, de l'article, c'était comme Ana Ould Khammas. Et lui, Moussa, dans le livre Ould Assas, j'ai dit de Ould Khammas à Ould Assas. Donc j'ai fait un article extraordinaire où j'ai dit bon ben peut-être Kamal Daoud a perdu son frère, mais Albert Camus a un fils qui n'est pas génétiquement son fils, mais il a un fils qui est Kamal Daoud, qui est pendant le même thème et le même machin, etc., dans la même veine, a essayé de reconstituer la vie. C'est pour ça que, comme je dis, Meursault n'a pas été condamné pour avoir tué un arabe, qui n'existe pas, cet arabe. N'existe pas. Dans les déclarations d'un criminel, mais il n'y a pas de cadavre. Dans l'autre, il y a un cadavre, mais il n'y a pas de... Je ne sais pas qui est le criminel. Donc... Un détail quand même avant de vous laisser partir, Crépuscule des ombres, date de sortie en Algérie, c'est pas évident de nous la donner cette date? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il va sortir quand les salles seront prêtes à le recevoir. Enfin, les salles, il y a 11 salles à travers l'Algérie. Là où il devrait y avoir, c'est-à-dire qu'à mon époque, non seulement je refaisais les 350 salles, mais on faisait au moins encore 300 salles, parce que prévu des multiplexes à Oran, prévu multipliquer. Chaque wilaya devait avoir son multiplex. 48 wilayas, plus Alger qui avait 3 multiplexes, ça faisait 52 multiplex, qui étaient prêts, qu'on pouvait construire sans aucun problème. Et en plus, à l'époque, j'avais dit, dans les multiplex, il faut prévoir. Parce que dans les salles de cinéma algériennes, aujourd'hui, si vous allez dans les salles, l'Empire, vous ne pouvez pas garer. Or, comme dit un auteur américain, no parking, no business. J'ai dit, si on fait dans ces nouvelles structures cinématographiques des petites supérettes, ça donne aussi du travail
à beaucoup de gens. Et les supérettes, les gens viennent au cinéma, font leurs courses, etc., ou en sortant du cinéma, font leurs courses. C'est joindre l'utile à l'agréable. Je suis allé plus loin. Faire aussi un hammam, faire ceci, faire cela, etc. Faire un lieu de convivialité. Que le cinéma, qu'une des salles se transforme aussi en salle d'exposition, de tableaux, de machins, de peinture, une galerie qu'une des salles aussi puisse être, etc., où il y a des débats, un écrivain sort son livre qui vient le présenter, qu'un dessinateur fasse des choses, etc. Et comme disait Sir Hussein tout à l'heure, ce pays va de régression en régression. Nous sommes devenus des tubes digestifs. Imaginez que demain nous n'avons plus de pétrole, que va devenir ce peuple? Nestrabat. Oh, qu'est-ce qui panique les gens aujourd'hui? C'est pas le manque de cinéma. Les gens du pouvoir, c'est pas le manque de salle de cinéma qui les panique. C'est que le baril est descendu de 90, il est à 72 ou 73. Imaginez, ils ont bâti leur pouvoir sur le baril, parce qu'on donne à manger à tube digestif. Alors que la première des choses, c'est pour ça que dans le scénario que j'avais écrit, que je devais réaliser, qui a été réalisé par quelqu'un, mais là on fait avec Jean-Jacques Hano, L'Or Noir, c'est moi qui avais le premier scénario, mais ils n'ont pas touché à mon scénario, parce que j'ai fait un scénario sur l'histoire de deux rois arabes, etc., etc. Puis il y a un roi moderniste qui dit à un certain moment à son fils, père, tu te bats contre ton cousin, l'autre roi. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert, ils ont la ceinture jaune, et les Anglais ont découvert un trésor. C'était en réalité du pétrole. Et ils se battent pour cette démarcation. Et là, tu vois, pourquoi vous n'entendez pas? C'est ce trésor, vous pouvez le partager, etc., etc. Et il lui dit, non, Aouda. Dieu, en donnant le pétrole, en nous donnant le pétrole, ce don n'est pas un don du ciel, c'est un châtiment de Dieu. Parce que, avec le pétrole, personne ne pourra plus travailler. On ne travaillera pas. Le mourkif, c'est pas un don du ciel, c'est un châtiment de Dieu. La preuve, il y a qu'à voir. Hein? C'est une malédiction. C'est une malédiction, oui. La preuve, aujourd'hui, regarde, tous les types. Moi, je vois des gens qui disent, comment tu as pu t'acheter une voiture, tu es chômeur depuis que je te connais. Depuis toujours, tu as acheté une voiture neuve, ou tu ne peux plus circuler à Alger. Tu ne peux plus circuler à Alger pour le simple fait, c'est que on n'a pas pensé à cette poussée c'est pas un avancement d'avoir une voiture, à cette poussée de voitures, de machins, etc., etc. Et racheter, et l'Algérie est restée comme à l'époque de la colonisation, les rues, les machins, mais ces rues ne peuvent plus supporter tout ce truc. Donc, entre l'oxyde de carbone et tout ce qui se passe, c'est pas une vie ni pour nos enfants, ni pour nos familles, ni pour... mais on n'a pas pensé à dégorger Alger de ces trucs-là, c'est-à-dire faire circuler des voitures, machin, tel jour, d'autres tel jour, ceci, cela. Allez, vas-y, l'un sur l'autre. Et le mec qui va du travail, qui souffre de ça? Si les mecs travaillent. Ceux qui souffrent de ça, c'est les gens qui travaillent. C'est-à-dire, il faut qu'ils se lèvent, ils perdent 2 heures de soleil, ils perdent temps pour rentrer chez eux, ils perdent ceci, ils perdent cela, parce qu'il y a des embouteillages terribles. Pas très bien, en tous les cas, on doit terminer parce que bon, on a vraiment dépassé. Et M. Hamina peut-être très fatigué. Non, je ne suis pas fatigué. Si quelqu'un ça n'a pas été une mauvaise carte. Ou une carte mal jouée, le pétrole. Parce que le pétrole n'a pas été une carte mal jouée. Le pétrole, est-ce que ça n'a pas été une carte mal jouée? Un atout mal joué. Oui, un atout mal joué. Les Norvégiens ont fait différemment. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Hamina, merci beaucoup d'avoir animé ce forum. Le pétrole, oui, c'est une carte, c'est un don qui a été mal joué. Mal joué.